Bonjour, dernière vidéo sur la conception du langage selon Bergson dans la pensée et le mouvant, hein. Et maintenant, il va critiquer l'application erronée de l'intelligence générale à des problèmes techniques et spécialisés. Habile à parler, prompt à critiquer. Quiconque s'est dégagé des mots pour aller aux choses, pour en retrouver les articulations naturelles, pour approfondir expérimentalement un problème, c'est bien que l'esprit marche alors de surprise en surprise. Donc habile à parler, prompt à critiquer, hein, c'est l'homme intelligent qui parle de tout et qui critique. Alors que quiconque s'est dégagé des mots, hein, dans un domaine spécialisé, pour aller aux choses, pour en retrouver les articulations naturelles, hein, la véritable découpe des choses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, qui va dans une démarche expérimentale, hein, comme en physique ou en philosophie, c'est bien que l'esprit marche alors de surprise en surprise, on est loin de la fixité du langage. Hors du domaine proprement humain et social, le vraisemblable n'est pas le vrai. La nature, en fait, que ce soit dans la matière ou dans l'esprit, se soucie peu des mots et de notre conversation et des fonctions sociales du langage. Entre la réalité concrète, qu'elle soit matérielle et spirituelle, et celle que nous reconstruisons a priori par notre langage, il y a une distance énorme. À cette reconstruction s'en tient pourtant un esprit qui n'est que critique, puisque son rôle n'est pas de travailler sur la chose, mais d'apprécier ce que quelqu'un en a dit. Hein, donc face à ça, on a l'homme intelligent qui critique tout, hein, et qui reconstruit simplement à partir du langage. Il ne se cale pas sur la chose, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, mais simplement se base sur les mots tels qu'ils existent déjà, hein. L'esprit critique se cale sur les mots. Alors que ce qu'il faut, c'est comparer la solution à la chose elle-même et ne pas rester dans les idées courantes. Donc il faut confronter les mots dépositaires de la pensée sociale à la chose et ne pas rester dans les mots. Et donc il faut dépasser les connaissances vagues emmagasinées dans le langage et par la société et aller au-delà vers la matière et vers l'esprit. Nous savons tout, tel est le postulat de cette méthode. Personne n'oserait plus l'appliquer à la critique des théories physiques ou astronomiques, mais couramment on procède ainsi en philosophie. Hein, donc maintenant il va montrer les limites de cette méthode et l'imprudence des gens simplement intelligents. Donc nous savons tout, tel est le postulat de cette méthode, puisque le langage est censé déjà avoir emmagasiné un savoir sur le monde. Alors que désormais l'homme intelligent n'ose plus appliquer ça au domaine très reconnu et spécialisé du langage mathématique appliqué à la matière, comme en physique ou en astronomie, hein, en sciences ça ne marche plus, mais on continue de faire cela en philosophie. Donc là il critique en fait la plupart des philosophes, ou même des scientifiques qui se mêlent de philosophie. Donc on oppose des idées raisonnables, hein, déjà toutes faites, à une recherche sur l'esprit. Mais le vrai chercheur devrait montrer que la faculté de critiquer, c'est en fait un parti pris d'ignorer le réel tel qu'il est donné réellement, et tel qu'il est donné dans un approfondissement direct de la chose même, hein, dans une vision directe. Malheureusement, il n'est que trop porté lui-même à critiquer en toute occasion, alors qu'il n'a pu creuser effectivement que 2 ou 3 problèmes. Donc il y a un excès de critique parce que telle personne intelligente a développé son intelligence dans un domaine plus ou moins spécialisé, dans 2 ou 3 problèmes, hein, par exemple comme dans un doctorat, et bien ensuite il va critiquer à toute occasion, il va se croire intelligent dans l'absolu, et non pas intelligent dans un domaine, et il croit à une pure intelligence qui serait au-dessus de toute spécialisation et qui pourrait n'être ni dans le domaine de l'esprit où il faut de l'intuition, ni dans le domaine de la science et du savant où il faut une intelligence symbolique calée sur la matière et l'espace. Et donc l'homme intelligent adopte l'illusion commune de la validité du langage. Et cette illusion, finalement, ce n'est pas entièrement sa faute parce que tout l'encourage
à cela. Couramment, on vient consulter sur un point difficile des hommes incompétents parce qu'ils sont arrivés à la notoriété par la compétence en de toute autre matière. On flatte ainsi chez eux et surtout on fortifie dans l'esprit du public l'idée qu'il existe une faculté générale de connaître les choses sans les avoir étudiées, une intelligence qui n'est ni simplement l'habitude de manier dans la conversation les concepts utiles à la vie sociale, ni la fonction mathématique de l'esprit, mais une certaine puissance d'obtenir des concepts sociaux, la connaissance du réel en les combinant plus ou moins adroitement entre eux. Donc couramment, on vient consulter des hommes en fait qui sont incompétents en dehors de leur domaine, et parce qu'ils sont arrivés à la notoriété par leurs compétences dans un domaine. Et donc, ils sont encouragés dans l'illusion parce qu'on flatte chez eux l'idée qu'il y a une faculté générale de connaître, alors que cette faculté générale de connaître n'existe pas. Il y a l'intelligence pour la vie sociale, ensuite il y a une intelligence mathématique pour les domaines spatiaux d'étude de la matière, et ensuite il y a une intelligence spirituelle faite d'intuition. Là, Bergson ne parle plus d'intelligence, hein, plutôt une compréhension, puisque pour lui, intelligence, ça veut dire intellect et concept. Et donc, il y a une fausse supériorité de l'esprit qui consiste à croire que c'est une espèce d'habileté à pouvoir manier les concepts. Comme si la vraie supériorité pouvait être autre chose qu'une plus grande force d'attention, comme si cette attention n'était pas nécessairement spécialisée, c'est-à-dire inclinée par la nature ou l'habitude vers certains objets plutôt que vers d'autres. Hein, donc ce qui fait la vraie supériorité, eh bien, ça n'est pas une faculté générale d'intelligence, c'est une faculté supérieure d'attention qui va permettre la précision. Pour avoir la précision, il faut que l'attention devienne une attention spécialisée à un sujet donné, et ce sujet, ce sera soit un sujet matériel, soit un sujet spirituel. Donc la vraie nature de l'attention, ça devient le contact direct avec la chose, une vision directe, soit par des symboles adéquats qui embrassent complètement la nature spatiale de la matière, et bien soit par des intuitions qui rentrent directement dans la nature de l'esprit. Hein, c'est ça la vraie supériorité. Donc on peut priser le scientifique dans sa connaissance technique qui opère via des symboles mathématiques, et on peut priser le philosophe qui a une vision intuitive. Alors du coup, en résumé, quelle est la vraie essence de l'homme et quel est l'homme que l'on peut valoriser et quel est l'homme finalement qu'il faut déprécier pour être lucide. Nous croyons qu'il est de l'essence de l'homme de créer matériellement et moralement, de fabriquer des choses et de se fabriquer lui-même, homo faber, telle est la définition que nous proposons. Donc ce qu'il nous dit maintenant, c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est? L'homme, c'est essentiellement un homo faber. D'abord, il est fait pour la fabrication, et l'intelligence, c'est-à-dire l'intellect, lui a été donné pour la fabrication. Tant qu'il reste dans le domaine de la fabrication, eh bien, l'homme est valide. L'homme est un homo faber. Et donc, on peut admirer l'homme qui utilise l'intelligence pour pratiquer, et même l'homme qui utilise l'intelligence pour réfléchir sur le processus de fabrication, comme le fait celui qu'on pourrait appeler Homo sapiens, qui est l'homo faber quand il devient philosophe. Mais il a toujours la volonté sincère de dépasser les mots, hein, et cette volonté va aller vers la science. Celui qu'il faut déprécier, eh bien, ce sera l'homme généralement intelligent mais qui n'approfondit pas, qui reste dans les mots, et Bergson l'appelle homo loquax, hein, l'homme qui parle, dont la pensée, quand il pense, n'est qu'une réflexion sur la parole, hein, n'est pas calé sur les choses. C'est l'homme intelligent qui parle de tout, et ça n'est pas valide.